It really is with a heavy heart that we confirm that Northvolt have filed for bankruptcy today. This was a decision we did not take lightly. Si vous vous joignez à nous maintenant, bien, c'est arrivé cette nuit. C'est une nouvelle majeure concernant Northvolt. L'entreprise en Suède déclare faillite. Chantal, je le spécifie en Suède, parce que là, on peut bien faire des efforts de transparence et dire tout ce qu'on veut. On ne sait pas encore ce que ça veut dire pour la Montérégie ou encore pour l'Allemagne. Et on a une première réaction qui nous provient de la CAQ, de la ministre Christine Fréchette, qui vient tout juste, au cours des toutes dernières secondes, de réagir, de faire une déclaration sur le réseau social X. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est déçue de la situation. Je vais vous lire un extrait de ce qu'elle a publié. Elle dit « La société mère est désormais entre les mains d'un contrôleur avec qui on va se mettre en lien très rapidement. Notre souhait est que le contrôleur se mette à la recherche d'un acheteur qui investira pour reprendre l'ensemble des activités en Amérique du Nord pour relancer le projet. Donc, on parle qu'on est déçu et qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs autres projets de la filière batterie qui vont se poursuivre dans des régions au Québec, notamment à Bécancour. N'empêche que c'est une tuile importante ce matin pour Northvolt que cette faillite en Suède, la maison mère. La question aussi a été posée en conférence de presse directement au président, notamment du CA. Qu'est-ce qui va arriver des usines, du méga-projet ici en Amérique du Nord, mais également en Allemagne. On dit que ces deux entités n'ont pas fait de demande de faillite et que leur sort est effectivement maintenant entre les mains du syndic des créanciers. On sait que c'était un projet qui a été qualifié comme le plus gros projet privé de l'histoire du Québec. Le gouvernement du Québec a déjà investi des millions de dollars, 500 millions de dollars. Caisse de dépôt et placement, 200 millions de dollars. Pour le terrain, c'est la seule portion que s'il y avait faillite ici en Amérique du Nord, c'est le 240 millions qui reviendrait au gouvernement du Québec. La question qui a même été posée en Suède ce matin, qu'est-ce qui va arriver de cet argent investi de la part du Canada? Écoutez la réponse de Northvolt. And what happens with all that money? Well, as I said, these two operations are not affected. Mm-hmm. These two operations will be now, because they're wholly owned subsidiaries, taken by the trustee to look into that. Are there terms for this, or are they a part of the... That is up to the trustee. The trustee will manage that, and we will give him full transparency. L'entreprise aussi qui tente en Suède de retrouver un acheteur qui pourrait relancer les activités. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on s'est placé. Donc, on a déclaré faillite pour... Ensuite, on nomme plusieurs raisons, essentiellement des enjeux financiers. On a cité au début de la journée plusieurs éléments qui ont mené vers cette situation qu'on vit aujourd'hui. On parle de la hausse des coûts du capital, l'instabilité géopolitique, ça a engendré des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, des changements dans la demande du marché. On parle vraiment d'une journée aujourd'hui très sombre pour l'entreprise. Rapidement, une déclaration du président du CA, Tom Johnston, qui dit que c'était une journée incroyablement difficile pour tout le monde chez Northvolt. On avait l'ambition de créer quelque chose de révolutionnaire. L'issue est particulièrement difficile à accepter. Et ça, ça vient mettre fin au meilleur espoir de l'Europe. On voulait aller concurrencer le marché asiatique pour la filière batterie. Déjà aussi, on sait que l'entreprise est en difficulté. On parlait de ces difficultés financières depuis un certain temps. 1600 pertes d'emplois déjà en septembre. C'était le quart des employés et aujourd'hui, officiellement, en faillite. Donc, on continue à rester à l'affût des réactions. Je vous rappelle, réaction de la ministre Fréchette qui se dit déçue de la situation. On espère qu'il y ait un acheteur qui pourrait reprendre les activités. C'est intéressant ce que vous dites là. C'est ce qu'on dit à Stockholm, le vice-premier ministre. Oui. Bonjour, Étienne. Dit la même chose. Dit qu'on ne va pas investir davantage, mais on espère et on participera aux efforts pour trouver un repreneur. À suivre, comme on dit. Alors, Étienne, rebonjour. Ce projet-là, quand il est arrivé et qu'on l'a élaboré pour la Montérégie, ça avait soulevé des inquiétudes, notamment environnementales, écologiques. Rappelez-nous un peu ce qu'on avait un peu bouleversé. Parce que tout ça est allé très vite, en fait. Souvenez-vous, M. Legault disait « Je ne comprends pas pourquoi les environnementalistes s'inquiètent. C'est un projet vert. Oui. C'est un projet qui est bon pour l'environnement parce qu'il va favoriser l'électrification de nos transports. » Mais évidemment, une usine industrielle sur le bord d'une grande rivière, la rivière Richelieu, ça inquiétait parce qu'on savait qu'il y avait plusieurs choses qui allaient être faites sur ce terrain, mais on n'avait pas les réponses parce que, souvenez-vous, on a contourné le bureau des audiences publiques sur l'environnement parce qu'on voulait le faire plus rapidement. On voulait accélérer la cadence, mais on savait qu'il y allait avoir des rejets dans la rivière, des rejets de produits toxiques. On savait qu'il y allait avoir l'addition de milieux humides, l'abattage d'arbres, etc. Mais on n'avait pas les réponses et c'est pour ça qu'on demandait un BAP. Et le projet s'est développé sans vraiment qu'on ait
toutes ces réponses. Et c'est comme ça que le projet a démarré, un peu sur les chapeaux de roue, dans la controverse, avec évidemment tout l'argent public qui a été mis dans le projet. Bon, alors maintenant, on les voit, on a vu Karine Bastien qui est là, les camions qui sont passés, qui sont entrés, etc. Il y a eu des travaux sur ce terrain-là. Oui, de gros travaux. Est-ce qu'il y a des dommages de fait ou est-ce qu'il y a des effets ressentis? Oui, il y a eu plusieurs dommages, notamment, il y avait à peu près 90 milieux humides sur les terres sur lesquelles on voulait construire les bâtiments. Il fallait donc l'entreprise demandait de remblayer ces milieux humides. Et pour ça, on a eu une autorisation de voie rapide, littéralement. Ça a été presque 20 fois plus vite que une autorisation normale. On voulait vraiment accélérer les choses. Donc, on prévoyait la destruction de 130 000 mètres carrés de milieux humides sur ce terrain, avec la perte irréversible d'habitats naturels pour des espèces qui sont menacées, des poissons, des oiseaux, des tortues, etc. Et ça, c'était très bien documenté, même par le gouvernement en tant que tel. Donc, 130 000 mètres carrés, on prévoyait l'abattage de 8 000 arbres. On a déjà commencé à abattre des arbres. Et pour ça, l'entreprise, parce que le programme, vous savez, le gouvernement a un programme qui oblige les entreprises soit de restaurer des milieux humides ailleurs quand ils en détruisent et quand la destruction est autorisée, ce qui était le cas ici, ou de donner de l'argent à un fonds gouvernemental pour que cet argent serve à la création et la restauration d'autres milieux humides. Tout ça, ce n'était pas encore fait. Donc, les milieux humides sont en partie déjà détruits parce qu'on a commencé les travaux, mais on n'a pas du tout entamer le processus pour savoir où seront restaurés ces milieux humides, qui va payer pour ça. Or, avec la faillite de Nordvoort en Suède, franchement, la restauration de milieux humides, ça va arriver où, ça, sur la liste des compensations? On peut très bien s'imaginer que ça sera perdu à jamais et que soit le gouvernement va compenser avec son propre argent, ou soit que ces milieux humides sont détruits pour de bon. Bon, qu'est-ce qui va arriver aux voitures électriques? Est-ce qu'il y a Alors, un contexte? on comptait sur le contexte américain avec Joe Biden et son Inflation Reduction Act, où c'était très dynamique pour l'électrification des transports. Et là, le contexte a complètement changé. Donc, c'est vraiment un changement du tout pour tout. En Europe, c'est moins pire, mais Nordvoort avait des problèmes internes qui allaient bien au-delà du marché et du dynamisme de la voiture électrique. Il y avait des problèmes dont on aurait peut-être connu un peu plus de détails si on avait eu justement un bureau des audiences publiques sur l'environnement, ce qu'on n'a pas eu. Donc, tout ça nous explose un peu dans le visage et c'est bien dommage pour tout le monde. Je voyais, peut-être que c'est vous que j'entendais, que le président Trump a fait enlever des bornes de recherche devant des bureaux gouvernementaux. Des bornes qui existaient, pour lesquelles on avait déjà payé. Et tout. Il les a fait enlever. Alors, ça nous donne une idée de ce que nous réserve peut-être les prochaines années. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Étienne. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.